Bonjour tout le monde, bienvenue pour notre session hebdomadaire de webinaire. Comme il y a 2 semaines, on avait vu que le webinaire de Sophie Conchon sur les objectifs de développement durable avait été bien suivi, avait été très apprécié. On s'est dit qu'on allait continuer dans cette lignée avec Marina, qui va nous parler, elle, de business model durable. On vous enverra le replay qui sera aussi sur YouTube. Simplement, si vous êtes tout à fait, nous on aime bien quand les gens se mettent en mode Zoom et qu'on voit leur tête, mais vous sachez que vous serez sur YouTube, sur notre chaîne à un moment. Donc, si ça vous dérange, enlevez la caméra. Si ça vous dérange pas, on est ravis de vous voir. Comme d'habitude, des petits sujets d'intendance. Je vois que vous avez déjà pris le pli, mais n'hésitez pas à converser dans l'onglet Converser. Marina va faire une présentation, elle va vous poser une question pendant la présentation, mais on garde les questions plutôt pour la fin, au bout de 45 minutes. Comme d'habitude, on essaiera de répondre à tous vos enjeux. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas WIM, parce que là aujourd'hui on a beaucoup d'inscrits, donc peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas WIM. Donc nous sommes une plateforme de mise en relation entre des consultants indépendants de haut niveau, comme Marina, et puis des entreprises qui peuvent être donc des entreprises, des grands groupes, des startups, des PME. Et donc aujourd'hui, c'est Marina que nous accueillons. Marina a occupé différents postes en marketing, business développement et en direction de filiales en France et à l'étranger pour des entreprises comme L'Oréal et Yves Rocher. Aujourd'hui, elle travaille avec des startups pour les aider à grandir, mais aussi avec des entreprises de taille plus importante en les accompagnant dans leur transformation RSE. Donc, elle est titulaire d'un MBA en affaires internationales, HEC MGU et d'un certificat en Sustainable Business Management de Cambridge. Et elle est membre actif du réseau professionnel international Sustainabilistas, dont elle nous parlera certainement pendant la présentation. Donc voilà, Marina, je te laisse la parole. Bonjour à tous et à tous, très ravie de vous avoir nombreux. Donc ça veut dire que le sujet il parle à beaucoup, donc je suis très prête à partager avec vous tout ce que je connais autour des business models responsables, c'est le sujet qui me passionne beaucoup et que je suis beaucoup. Qui me permet en fait de un peu faire le lien entre mes deux passions professionnelles qui sont le développement durable et le business development. Et je suis très ravie de partager avec vous ce que je connais. Donc, je vais commencer peut-être à partager mon écran. C'est bon? Tu arrives? Voilà. Oui. Hop. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez mon écran? Déjà, la première question. Isabelle, c'est bon? Oui, on voit. Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que Véronique qui ont un problème de son? Non, c'est bon? Ok. Bon, on continue alors. D'accord. N'hésitez pas s'il y a des problèmes, n'hésitez pas à faire savoir à moi ou à Isabelle. Je vais m'arrêter. Donc, voilà. Donc, avant de commencer, Isabelle, elle a un peu mentionné, je sais que WIM a l'habitude de faire plutôt les webinaires assez interactifs. Ce ne sera pas trop mon cas. J'essaie quand je fais les webinaires, de le faire de manière interactive, mais ici, on a juste 1 heure. Et donc, j'ai préféré d'être un peu plus en présentiel et peut-être garder toutes les questions et les commentaires à la fin. Mais ça m'intéresse de m'arrêter à un moment donné pendant la présentation et quand même de voir ce que vous en pensez. Donc, n'hésitez pas à donner vos commentaires au fur et à mesure, première chose. Et deuxième chose, déjà, n'hésitez pas à peut-être laisser vos suggestions des exemples des entreprises qui justement qui sont construites de manière dans les business models qui sont éco-responsables et qui sont très RSE. Et ça m'intéresse de voir les exemples et de se partager les exemples. Moi, je vais partager de mon côté beaucoup d'exemples. J'espère que ça va vous nourrir dans vos réflexions.
On est tous au milieu de la crise. On aime bien parler de ça aujourd'hui, de la crise post-Covid-19. Donc, c'est un bon moment de un peu s'arrêter et de réfléchir à qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que ça fait, ça nous fait agir sur la façon dont on travaille dans les entreprises et dont on est organisé dans nos entreprises. Et donc, ça va faire une petite partie de mon introduction. Et après, je vais m'arrêter sur les business models qui émergent, sur l'éco-conception et le design durable, l'économie circulaire, innovation frugale et économie partagée. Ce n'est pas une liste exhaustive. Le sujet il est très vaste. Donc, je me suis dit que je fais le focus autour de ça. Si vous avez d'autres idées, d'autres commentaires, n'hésitez pas, je serai très ravie d'en reparler et d'échanger à la fin. Il y a aussi le point sur l'économie circulaire qui a été adapté en début de cette année en France. En fait, je vais en parler au milieu de mon discours sur l'économie circulaire. Bon, parlons de l'impact de la crise Covid-19. Encore une fois, le sujet qui est très à la mode et en fait qui a beaucoup de résonance quand on parle de développement durable et de la façon dont on gère le business. En fait, ici, je cite le reporting c'est World Business Council for Sustainable Development. C'est une institution qui est très reconnue, notamment par avoir mis le cadre pour les objectifs de développement durable 2050. Et en fait, eux, ils disent qu'aujourd'hui, la façon dont on gère l'entreprise, qui est très court-termiste et qui est très héroïste, n'est plus d'actualité, et surtout quand on fait face aux chocs tels que Covid-19. Et parce que, en fait, on voit tout de suite que les chaînes de valeur, les chaînes d'approvisionnement, ils ne sont pas bien protégés, ils sont très vulnérables, et l'emploi, il n'est pas socialement protégé non plus. Et parce qu'on a vécu le sous-investissement dans les préventions des problèmes au niveau national et au niveau des entreprises, du coup, on fait face aux problèmes actuels. Je vous donne un exemple très basique et dont on parle tous, c'est par exemple les entreprises pharmaceutiques qui, pendant la crise et quand tous les pays ont été dans le confinement massif et le confinement national entre les pays, donc du coup, ils ont eu des ruptures dans leur chaîne d'approvisionnement parce qu'ils sont très dépendants de leur site de production en Chine. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à cette crise? Et j'aimerais partager avec vous un concept qui est, j'ai appelé ça le nouveau cadre des 3 R, parce qu'il y a beaucoup de cadres 3 R, à commencer par Reuse, Reduce, Recycle. Ça, c'est un nouveau cadre qui est posé dans le livre qui vient de sortir, qui s'appelle Green Swans, qui, j'imagine, sera très vite traduit en français, et qui en fait dit qu'aujourd'hui, une entreprise doit être gérée non uniquement en se basant sur le modèle de croissance économique, mais aussi sur les principes de responsabilité, résilience et régénération. Responsabilité vis-à-vis, bien sûr, de ses employés, responsabilité vis-à-vis de ses fournisseurs et ses partenaires, et aussi vis-à-vis des consommateurs. La résilience dans la façon dont le modèle économique est construit, qui concerne les chaînes d'approvisionnement, aussi bien que la gestion financière, aussi bien que des business models qui doivent être de plus en plus agiles et adaptables, et bien sûr le principe de régénération, parce qu'on est tous, si vous êtes tous là, je pense qu'on est tous d'accord que on ne peut plus juste utiliser les ressources de la nature et après en
produire des déchets à l'infini. Et il faut qu'on revoie la façon dont on interagit avec la Terre. Donc, n'hésitez pas encore une fois à suggérer les solutions. Pardon, je vais juste enlever parce qu'il y a des choses qui cachent mon écran. Donc, n'hésitez pas à suggérer les modèles et les solutions qui vous paraissent être les réponses pour rendre une entreprise plus résiliente. Et moi, ici, j'aimerais bien parler avec vous des solutions qui permettent justement à construire des business models beaucoup plus résilients. Les solutions qui sont innovantes, écologiques et économiques en même temps. Très souvent, on dit que si on souhaite transformer un business model et faire en sorte qu'il adapte une approche plus écologique, donc il faut beaucoup investir et c'est coûteux et c'est cher, alors que vous allez voir que ce n'est pas tout à fait toujours le cas. Et bien sûr, les solutions qui permettent une meilleure agilité du système, du écosystème d'une entreprise. Hop. Je continue. Donc, quand on parle d'une entreprise, moi, je pense qu'il est très important et quand on réfléchit aux solutions qu'on peut adopter, je pense qu'il est très important de toujours avoir une approche systémique vis-à-vis d'une chaîne de valeur. Juste un petit titre de rappel, une chaîne de valeur d'une entreprise classique qui produit des biens de consommation. Ça commence par la logistique entrante, ensuite la partie des opérations et la production, ensuite la logistique sortante, la vente et marketing, et après le service après-vente. Et en fait, l'impact d'une entreprise, il se produit à tout moment et en fait, toute étape est concernée. Et quand on fait la conception du produit, là aujourd'hui on va parler plutôt de l'éco-conception du produit, il faut prendre l'ensemble de la chaîne de valeur. Et ici en bas, vous allez recevoir la présentation, vous voyez un lien pour une vidéo très intéressante. C'est le cas de Beiersdorf, la marque Nivea. Et en fait, ils racontent leur réflexion autour de quel packaging choisir pour son visage. Est-ce qu'on prend un pot en verre ou un pot en plastique? Et la solution classique, la réponse spontanée, je pense, serait pour beaucoup de personnes, serait de dire, bien sûr, qu'on opte pour le packaging en verre. Parce que le verre, c'est une matière qui est recyclable à l'infini, donc c'est plus écologique et c'est mieux. En fait, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont regardé toute la chaîne de valeur, ils ont regardé tout le cycle de vie du produit. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est que pour produire un pot en verre, il faut utiliser beaucoup plus d'énergie que pour produire un pot en plastique. En plus, pour le faire transporter jusqu'à l'usine, il faut aussi utiliser beaucoup plus utiliser beaucoup plus de pétrole parce que les pots en verre sont beaucoup plus lourds et donc du coup, ça a aussi un impact environnemental beaucoup plus fort. Si on utilise le plastique recyclé et recyclable, donc du coup, on solutionne aussi le problème de matières premières qui génèrent des déchets. Et donc, du coup, leur solution était d'opter pour les pots en plastique. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, si vous jetez un coup d'œil dans les magasins, vous allez voir que tous leurs nouveaux soins sont en plastique. Donc, juste un cas intéressant de solution un peu inattendue. Un autre cas que j'aimerais partager avec vous, c'est aussi d'une approche systémique pour la chaîne de valeur. C'est le cas de Kering, qui depuis plusieurs années a monté, ils sont les pionniers dans le domaine,
Donc, ils ont un système de reporting qui s'appelle IPNL, Environmental PNL, qui publie sur leur site. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils suivent leur chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux et ils suivent l'impact de leur chaîne d'approvisionnement à plusieurs niveaux. Ici, vous voyez qu'il y a le tier 0, donc c'est ceux qu'ils gèrent de manière directe, c'est les opérations, les magasins. Mais ensuite, ils regardent aussi les prestataires, les tiers 1, qui est l'assemblage de leurs produits, la fabrication, la production des matières premières jusqu'au tiers 4 qui est sourcing des matières premières. C'est très intéressant de regarder qu'à chaque étape, l'impact n'est pas le même. L'impact est le plus fort au moment du sourcing. Mais ce qui est aussi très intéressant, je vous laisse aussi les liens. Vous allez voir que par exemple, sur leur site, ils publient les résultats 2019 et 2018 et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ici sur le tier 0. Sur le tier 4 qui est beaucoup plus difficile bien sûr à gérer, il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent, mais en fait c'est le cas sur lequel moi j'ai travaillé personnellement avec Kering. Et je sais qu'ils y travaillent beaucoup, c'est juste que ça prend beaucoup plus de temps de faire bouger les lignes à cette étape-là. Mais c'est très intéressant de regarder comment est-ce qu'ils voient l'ensemble des choses et essayer de gérer chaque étape et non seulement juste l'étape qui est la plus proche et qui est à la portée de main. Voilà, et en fait, quand on parle de l'éco-conception, moi je pense que c'est très important de savoir que je reviens juste très vite ici sur la représentation d'une chaîne de valeur d'une n'importe quelle entreprise qui produit des choses. En fait, ce qui est très important de savoir, c'est que 80 ou même plus de 80 d'impact d'une société, il se produit au moment justement de la conception du produit. Et la façon dont le produit est conçu, ça définit l'impact environnemental que ce produit et que l'entreprise va avoir à la fin. Et donc, on parle très souvent, quand on parle de l'éco-conception, on parle très souvent du recyclage, de besoin de produire peut-être moins de déchets, d'utiliser le packaging recyclé ou facilement recyclable, etc. Mais en fait, ce n'est pas une seule et unique solution au sujet. Tout commence beaucoup plus tôt et le recyclage, c'est une des dernières étapes auxquelles il faut réfléchir. Et en fait, ici, je vous donne aussi l'exemple des produits de beauté. C'est promis que c'est le dernier exemple dans cette industrie-là, mais c'est l'industrie que je connais bien, donc je me suis dit, OK, pourquoi pas. Mais bon, juste si on parle d'un pot de crème, d'un pot de soin visage, quand on fait la conception, et si on réfléchit à comment est-ce que vous le voyez sur le rayon dans une parfumerie ou dans une pharmacie, on imagine bien une boîte en carton qui est très souvent emballée dans un cellophane. Dans cette boîte, il y a une notice, il y a peut-être une petite spatule en plastique et ensuite il y a le pot et dans le pot, on a le produit. Et en fait, est-ce que, si on y réfléchit bien, est-ce qu'on a besoin de tous ces éléments et est-ce qu'on peut en éliminer quelques-uns? Par exemple, est-ce que nous avons aujourd'hui vraiment besoin d'avoir le cellophane en emballage? Est-ce qu'on peut réfléchir à avoir des réflexions autour d'enlever le cellophane et le remplacer par peut-être une petite touche de colle et qui va fermer le packaging aussi bien?
et protéger la crème à l'intérieur. Est-ce que nous avons tous besoin de la notice d'utilisation aujourd'hui ou est-ce qu'on peut juste imprimer un QR code sur le packaging et après scanner ce QR code et aller sur le site et regarder comment est-ce qu'on peut utiliser ce soin? Je pense qu'il y a sur cette étape, première étape qui est l'étape d'éliminer les éléments non nécessaires, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et c'est le moment où on peut non seulement éliminer les déchets et éliminer l'impact non nécessaire, l'impact environnemental non nécessaire. Et c'est aussi le moment où on peut faire pas mal d'économies. Une autre étape, c'est la réduction. Ici, je donne l'exemple du gel douche concentré de Yves Rocher qui, en fait, comme il est concentré, ça permet d'avoir le même résultat, la même quantité de douche qu'un grand gel douche, mais parce que il y en a moins, il y a moins de packaging et du coup, ce packaging, il utilise 2 fois moins de plastique qu'un grand pack. Et ici, c'est un cas très simple de réduction de matière utilisée. Et encore une fois, non seulement c'est un meilleur impact sur l'environnement, mais c'est aussi les coûts qui sont minimisés parce qu'il y a moins de matières premières qui sont utilisées. Une prochaine étape, c'est de réfléchir à comment est-ce qu'on peut réutiliser peut-être les packaging ou une partie des packaging ou une partie du produit pour une deuxième fois. Et ici, je cite encore une fois l'exemple d'un sans-visage qui en fait, le pot, il est fait de manière qu'on peut juste racheter les cartouches avec la crème et la remettre dans le pot. Et donc, du coup, la consommatrice, elle va toujours avoir son joli pot dans sa salle de bain. Toujours les mêmes produits, mais il y a beaucoup moins de plastique qui sera utilisé pour un produit. Et encore une fois, c'est le coût qui est moindre pour la consommatrice et pour la société. Quatrième étape, c'est l'étape de recyclage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'options pour le packaging qui est recyclable ou bien des matières premières recyclées. Donc, de plus en plus de solutions. Et la dernière étape qui est à éviter à tout prix, c'est l'étape de jeter. Et juste si on creuse un tout petit peu plus dans le sujet de éco-conception, je vous donne 3 autres approches de l'éco-conception qui sont un peu, comment dire, c'est une autre façon de voir les choses. Une première approche, c'est l'efficience. Donc, l'idée, c'est d'obtenir la même chose ou mieux avec moins de ressources. Donc, c'est grosso modo, c'est éliminer ou bien faire en sorte que le produit il est conçu d'une telle manière qu'il est utilisé plus longtemps. Ici, il y a l'exemple de slow fashion qui a pour l'idée de concevoir les vêtements pour qu'ils restent plus longtemps, qu'il n'y a pas besoin de les jeter 3 mois après. Ou bien, je donne aussi un autre exemple de solution sans packaging pour les produits alimentaires. Donc, on vient avec nos propres packaging ou avec les packaging qui sont quasiment dématérialisés et on achète ce dont on a besoin sur place. Une autre façon d'approcher la éco-conception, c'est de réfléchir à l'efficacité. C'est de réfléchir aux solutions qui, avec la même chose, peuvent apporter plusieurs solutions et qui servent à quelque chose, mais qui ont aussi une valeur ajoutée additionnelle en termes de durabilité. Ici, je donne l'exemple de toit vert. Par exemple, c'est un toit, mais qui aussi agit pour améliorer la biodiversité dans le coin où la maison est construite. Et une dernière
Un dernier exemple d'éco-conception que j'aimerais partager avec vous, c'est la substitution, où les éléments nocifs ou les ressources limitées ou presque épuisées sont remplacés par des alternatives. Et le meilleur exemple, ce sont les voitures électriques qui sont les voitures électriques qui font une très bonne substitution aux voitures qui utilisent le pétrole. Et d'ailleurs, ici, si on regarde, si on fait l'approche si on fait l'approche globale, si on regarde par exemple le cas de Tesla, qui est une voiture certes chère, mais si on regarde la durée de vie d'une voiture, on voit que Tesla, parce que l'électricité est moins chère, elle est bien plus, elle est aussi économique qu'une voiture normale. Bon, maintenant j'aimerais passer plus au sujet des business models économiques, et avant de passer à ça, j'aimerais peut-être jeter un coup d'œil sur les commentaires parce que je vois qu'il y en a beaucoup. Je pense que c'est intéressant de regarder. On a surtout une question de Christine. Oui, oui. Ok, attends, je vais juste regarder comment est-ce que je peux voir les commentaires. Vas-y. Donc, il y a Sophie qui a partagé une vidéo de YouTube de l'auteur de Green Swans, et il y a Christine qui demandait jusqu'à combien de recyclage pour les pots en plastique. Kering mesure en kilos, avec quelle valeur, quelle mesure, et quid du recyclage de la batterie des Tesla. Ah oui, d'accord, ok, super. En fait, pour les pots en plastique, c'est un sujet qui, déjà, ça dépend vraiment du plastique qui est utilisé, parce que les plastiques sont très différents. Et il y a aussi le problème avec le plastique, c'est qu'il y a très souvent des couches des plastiques différents qui sont utilisées. Donc, il est très, comment dire, il faut regarder au cas par cas de combien de recyclage il y a pour un pot en plastique. Normalement, il y en a, si c'est un PET qui est pur, ça peut aller jusqu'à 2-3 fois. Mais en fait, les technologies autour du recyclage du plastique avancent aussi, tellement vite que, en fait, il y a de plus en plus de solutions qui émergent. Et bon, si je peux répondre comme ça, c'est PET normal, ça peut aller jusqu'à 2-3 fois. Donc, ce n'est pas une matière première recyclable à l'infini, mais encore une fois, il y a des solutions qui émergent qui sont très innovantes. Par exemple, il y a une start-up française d'ailleurs qui arrive avec une solution avec des enzymes qui permettent de recycler, de détruire le plastique, les PET en quelques heures. Et donc, du coup, il n'y a plus rien à recycler. Pour Kering, en fait, ils mesurent tout en euros. Et en fait, c'est l'intérêt de leur modèle et de leur IPNL, c'est que tout leur impact, ils ont trouvé les solutions pour mesurer tout leur impact, un impact monétaire, que ce soit par exemple les échappements CO2 ou l'impact sur, par exemple, la vie des gens, etc. Tout ça se monétise en fait. Il y a des moyens de suivre ça et de mesurer ça en impact monétaire. Et ce que fait Kering, c'est que en fait l'objectif de leur IPNL, c'est de croiser leur impact environnemental et leur résultat financier. Et l'idée, c'est de bien sûr voir la belle croissance en résultat financier d'un côté et de l'autre côté, voir la décroissance en résultat environnemental. Allez voir sur leur site. En fait, ils viennent de mettre en place une solution qui est très interactive. Je ne l'ai pas mise ici en présentation par peur que ça va bloquer. Il y a un truc technique qui se passe au milieu de la présentation.
comme toujours. Mais en fait, je vous invite d'aller voir sur leur site, c'est très intéressant et c'est très explicatif. Le recyclage de la batterie des Tesla, très bonne question, Sophie. En fait, c'est une vraie question et il y a beaucoup de sociétés qui travaillent dessus parce que déjà, ce sont les batteries lithium, les batteries qui sont utilisées dans les voitures électroniques. Donc, ça veut dire que c'est une matière première épuisable et assez rare. Et donc, il y a pas mal de recherches qui sont en cours pour trouver d'autres solutions que les batteries lithium. Et le recyclage, ce n'est pas, il n'y a pas encore, il est vrai, beaucoup de solutions pour recycler les batteries des voitures électriques. Mais ça, c'est encore une fois, moi je suis très optimiste parce qu'il y a même à l'espace d'une année, je vois beaucoup d'avancements sur des sujets comme ça et je suis sûre que très vite, on aura trouvé les solutions. Ah voilà, je travaille pour une entreprise qui donne une deuxième vie, voire une troisième aux batteries de ce type. Voilà, donc il y a déjà des solutions intéressantes. Ce serait intéressant d'échanger un peu plus tard sur le sujet ou après le webinaire. Bon, je continue, j'avance et maintenant on passe au modèle économique pur et dur. Je commence par l'économie circulaire dont on entend tellement parler. Donc, pour ceux qui ne le savent pas encore, juste une petite reprise de qu'est-ce que c'est l'économie circulaire. En fait, l'économie circulaire, c'est le terme, il a été pris pour faire une opposition à l'économie linéaire, une autre façon traditionnelle de faire les choses, où nous, on prend les matières premières, on les utilise, on produit avec les produits qu'on vend, qu'on utilise, qu'on consomme, et ensuite on jette les choses qui n'ont pas été consommées. Et le principe de l'économie circulaire, c'est d'agir de la même manière que la nature agit. Donc, il y a, par exemple, si on regarde la vie d'une plante, on voit une plante qui pousse, qui ensuite qui fleurit, qui donne des fruits. Ensuite, ces fruits, éventuellement, s'ils ne sont pas mangés par d'autres, tombent et derrière, ils pourrissent dans la terre. D'un côté, il y a les graines qui sont produites et il y a de l'autre côté, il y a le compost qui est produit qui ensuite sert à faire pousser une nouvelle plante encore plus forte et encore plus saine. Donc, tout se passe dans le cycle. L'idée et le principe de base de l'économie circulaire, c'est de faire de la même manière. Donc, prendre au début les matières premières, ensuite concevoir les produits de telle manière qu'ils sont utilisés à l'infini ou bien s'il n'est pas possible qu'ils soient utilisés à l'infini, donc du coup, il y a un réemploi derrière, il y a une possibilité de réparer derrière, ou sinon, il y a les matières premières qui sont recollectées, recyclées et réutilisées de nouveau et ainsi à l'infini, comme dans la nature. Et les principes clés de l'économie circulaire, c'est l'éco-conception. Donc, il faut concevoir les produits d'une manière que ça corresponde à cette façon de vivre. Les produits sont conçus d'une telle manière qu'ils sont utilisés le plus longtemps possible. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou s'il a été complètement raté, mais il y a eu une loi en France qui a été passée le 10 février 2020 qui s'appelle la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire et qui est en fait un avancement de tout ce qui avait déjà été fait dans ce domaine par le gouvernement français et qui en fait
qui agit autour de trois choses principales, si je fais un vrai résumé de la loi. Donc, le premier point, c'est la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs pour une nouvelle famille de produits. Il y en a déjà quelques-unes, donc il y en a, la liste elle est maintenant plus longue. Donc, il s'agit par exemple des familles de produits tels que jouets, articles de sport, bricolage, matériaux de construction, mégots, couches, serviettes, etc. Et donc, du coup, il y a une nouvelle exigence, il y a de nouvelles exigences de transparence sur les impacts sanitaires et environnementaux vis-à-vis de ces familles de produits et aussi autour de la gestion des déchets pour ces familles de produits. Un deuxième point très important dans cette nouvelle loi, c'est les nouvelles interdictions qui concernent certaines catégories de produits et certaines façons de gérer les déchets de certains produits. Il s'agit surtout les produits à l'usage plastique, et il s'agit des produits issus de plastique à l'usage unique. Et aussi, ici, il s'agit de la lutte contre le gaspillage des non vendus. Par exemple, et ça touche beaucoup l'industrie de la mode qui a une mauvaise habitude de brûler, détruire les invendus, les stocks invendus. Aujourd'hui, c'est interdit. Donc, les entreprises, les marques et les entreprises de mode sont obligées aujourd'hui de gérer de manière différente leurs stocks invendus, donc les vendre à prix plus bas ou soit les passer ailleurs aux utilisateurs au niveau, je ne sais pas, faire des actes sociaux, etc., ou dans le pire des cas, recycler. Et troisième point, c'est les nouveaux outils qui permettent de mieux contrôler et sanctionner les délits contre l'environnement. Et ici, il s'agit de trois strates de notre société. Donc, ça touche les mairies. Les maires ont maintenant beaucoup plus de pouvoir pour agir et notamment, ils ont des nouveaux outils pour lutter contre les dépôts sauvages, par exemple. Il y a aussi des activités qui sont mises en place et des actions qui sont mises en place pour accompagner les entreprises dans leur démarche d'éco-conception. Et il y a aussi des outils pour aider les citoyens, nous-mêmes, pour adopter plus vite les nouvelles pratiques de consommation responsable. Il y aura des indices de réparabilité qui vont être mis en place, les informations, par exemple, sur les produits, sur les perturbateurs endocriniens, qui sera obligatoire maintenant. Il y a aussi beaucoup de démarches qui vont être mises en place pour simplifier le geste de tri, et ainsi de suite. En fait, quand on parle de l'économie circulaire, derrière, il n'y a pas un seul business model, il y en a beaucoup. Et je voulais juste vous donner quelques exemples des différents business models que je vois. Il y a l'éco-conception des produits. Et ici, c'est l'exemple de Veja, qui est une très belle marque française qui fait des baskets en utilisant les matières premières recyclées. Les baskets qui sont recyclables et leur façon de produire sont très responsables. Il y a un autre exemple qui touche surtout le sujet, plutôt le côté industriel. C'est une start-up française qui s'appelle EQM, avec laquelle j'ai aussi travaillé. Et ils ont une technologie assez incroyable de générer le froid avec la chaleur qui échappe pendant le circuit de production. Ils prennent les ondes de chaleur et les font passer par les ondes sonores et du coup, ça produit du froid. Ça peut paraître un peu la magie, mais en fait, c'est la physique
banal derrière. Et non seulement c'est quelque chose qu'on produit sans utiliser les matières premières additionnelles, mais aussi pendant la production, il y a très peu d'énergie qui est nécessaire pour produire le foie avec ce système. Un autre modèle économique qui est l'économie de fonctionnalité, c'est une façon d'utiliser les produits, non pas en les achetant, mais juste en les utilisant, par exemple, via une consignation. Ici, je vous donne l'exemple d'une start-up hollandaise qui a fait qui s'appelle Bundles, qui a fait un partenariat avec Miele. Et en fait, eux, ils donnent les machines à laver en souscription aux utilisateurs. Et ensuite, une fois que la souscription est arrêtée, la machine, elle revient au producteur. S'il y a besoin, elle est réparée. Et ensuite, elle passe à un nouveau consommateur. Un autre business model, c'est le réemploi. Ici, je cite l'exemple très connu de Vinted, du marché de second main, la start-up qui a énormément de succès, notamment en France, et je pense que vous connaissez tous. Une autre idée ou une autre approche à l'économie circulaire, c'est tout ce qui touche à la réparation et réutilisation, avec l'exemple de Beck Market ici et Loop, qui est une façon d'organiser la consommation des produits alimentaires d'une façon différente, ou une roue, disons, réinventée, parce qu'en fait, ce qu'ils font, ils vendent la consignation des emballages des produits alimentaires que derrière, ils récupèrent et ça tourne à l'infini. Et le dernier exemple, c'est la TerraCycle, une société américaine très intéressante qui est très bien présente en France, et Loop, c'est d'ailleurs leur société fille. Et TerraCycle, ils se positionnent comme les recycleurs du non recyclable, et ils font beaucoup de programmes très intéressants pour recycler les déchets qui ne sont pas recyclés de manière traditionnelle. Une autre approche et un autre business model qui émerge, et surtout qui a pas mal émergé justement pendant cette crise, c'est l'innovation frugale. Qu'est-ce que c'est l'innovation frugale? C'est une démarche qui consiste à répondre à un certain besoin d'une manière très simple, très agile, avec le minimum de moyens. Ce concept, il a été né dans les pays en développement qui n'ont pas beaucoup de moyens économiques. Et en fait, l'idée, c'était, avec le peu de moyens qu'il y a, de trouver des solutions et de produire des choses et des produits, faire des téléphones portables avec très peu de fonctionnalités, mais qui fonctionnent quand même, etc. Et ici, je donne l'exemple très connu des masques Decathlon qui ont été réutilisés et qui ont été reconvertis de manière très agile et très frugale en ventilateurs des poumons, et qui ont été utilisés dans pas mal d'hôpitaux, notamment en Italie et en Espagne. Ici, en fait, l'innovation frugale, c'est un concept qui est très intéressant parce que, en fait, c'est non seulement faire des produits moins chers, il s'agit très souvent justement de faire un peu les minimum viable products avec très peu de moyens et qui marchent sans utilisation beaucoup de matières premières, mais en fait, c'est aussi une façon de s'organiser qui permet une meilleure agilité.
qui ne nécessitent pas forcément beaucoup de R&D derrière, qui interagit beaucoup, par exemple, avec les consommateurs finaux pour avoir des idées sur la façon d'utilisation de certaines choses, etc. Et qui utilise aussi beaucoup les nouvelles technologies, par exemple, comme l'impression 3D. Une chaîne d'approvisionnement frugale, aujourd'hui, ça commence et ce sera le cas de plus en plus demain, par exemple. Qu'est-ce que c'est? On prend un exemple d'une société type Renault qui a dans un pays X un un centre de développement, un centre d'innovation. Et par exemple, eux, ils arrivent avec une solution qu'ils ont besoin de faire passer à leur usine dans un pays Y. Aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Eux, dans le pays X, au centre d'innovation, ils produisent les prototypes que derrière, ils passent à l'usine. Ensuite, ça peut revenir vers le centre d'innovation, etc. Ça prend beaucoup de temps. Demain, avec une utilisation des impressions 3D, ça peut prendre quelques jours et la solution est trouvée de manière beaucoup plus facile et beaucoup plus agile. L'innovation frugale permet aussi d'avoir les solutions économiques parce que très souvent, il y a besoin d'utiliser beaucoup moins de matières premières. Ici, je vous donne un exemple à droite d'une start-up qui a créé des cuvettes pour les nouveau-nés qui sont nés de manière prématurée, qui utilisent quasiment très peu de matières premières, qui est très facile à mettre en place, qui est très facile à produire et qui coûte uniquement 200 € versus 20 000 € pour des cuvettes standards qui sont utilisées dans des hôpitaux européens et américains. Cette start-up, elle existe depuis, je crois, 5 ans et elle a déjà sauvé la vie de 300 000 enfants grâce à leur technologie. Et elle a été lancée par 2 étudiants qui ont été obligés de trouver une solution ils avaient un objectif d'utiliser 1% des moyens standards et trouver une solution pour le système pour les nouveau-nés. Et un dernier concept pour les nouveaux business models qui permettent de réunir le concept éco-responsable et aussi l'agilité, c'est les concepts de l'économie partagée. Qui s'appelle également le système de services-produits. Et donc, l'idée, c'est que les consommateurs, ils n'achètent pas les produits, ils achètent les services. Et ici, je donne les exemples qui sont très connus comme Blablacar ou Airbnb ou Vélib, où en fait, les consommateurs ne possèdent pas les produits, ni les appartements, ni vélos, ni voitures, mais qui utilisent les services portés par ces produits. Et également, je donne exemple ici de Peerby, c'est une start-up néerlandaise qui réunit les gens, les voisins entre eux, et qui se partagent et se louent des matériaux pour le bricolage, par exemple, ou des matériaux électroménagers dont ils n'ont plus besoin. Voilà, j'ai fait un peu le tour de table et donc maintenant, j'aimerais bien qu'il nous reste 10 minutes et j'aimerais bien quand même qu'on échange et j'ai hâte à avoir vos exemples des business models comme ça, qui sont agiles d'un côté et qui sont innovants de l'autre côté et qui sont éco-responsables du troisième côté. Voilà.
Je vais juste retrouver voilà, je vois le chat. OK. Alors, existe-t-il un livre qui présente toutes les entreprises qui font de l'économie circulaire et présente la variété des business models, réemploi, réparation, etc. C'est une très bonne question et vous allez avoir droit à la fin. Voilà. Hop, hop, je vais juste fermer ça. Ici, je vous donne l'exemple de quelques livres. Ça, c'est le livre Green Swans dont je viens de parler, qui est très intéressant, qui en fait, qui donne une idée de la nouvelle économie qui ils appellent ça capitalisme régénératif, une nouvelle façon de gérer les entreprises. Et c'est le livre qui est très reconnu aujourd'hui par pas mal de gens que personnellement moi je suis. Je vous invite à le lire. Je n'ai pas, il vient de sortir en anglais et j'attends à ce qu'il soit traduit en français. Un autre livre que je partage avec vous qui s'appelle L'innovation frugale, qui lui, il a été traduit en français, qui est écrit par deux américano-français, qui est très intéressant, qui explique une organisation d'une entreprise sur les bases d'une innovation frugale. Et eux, ils parlent de conception frugale, mais aussi de la façon de l'organisation frugale d'une entreprise. Et je vous donne aussi le site qui, pour moi, c'est la référence pour tout ce qui est l'économie circulaire. C'est la fondation Hélène MacArthur. Et là-bas, vous allez pouvoir trouver beaucoup d'études, beaucoup de cas, beaucoup d'articles autour de l'économie circulaire. Voilà. Très bien. Qu'est-ce qui motive OK. L'économie partagée, Isabelle, tu m'aides avec les questions. Oui, je lis ce que je vois. L'économie partagée est assez controversée, notamment sur la question des emplois. Uber, Airbnb. Je suis d'accord. C'est un business model qui évolue. Il y a aussi pas mal de sujets sur la partie impôts, etc. C'est vrai, mais il y a des idées qui, à mon avis, sont très intéressantes et qui permettent avant tout une très bonne agilité et adaptabilité d'une entreprise. Oui, puis il y a aussi l'économie partagée où c'est les emplois qui ne font pas partie, mais il y a aussi l'économie où on partage les assets. Oui, et le réemploi des assets et le réemploi des produits qu'on utilise. Qu'est-ce qui motive l'entreprise pour considérer des alternatives durables et changer son mode de production? Excellente question, Sophie. J'imagine que tu connais un peu la réponse, mais c'est une très, très bonne question. En fait, qu'est-ce qui motive? En fait, si je reviens au début de ma présentation et au risque que nous sommes en train tous de vivre en tant que chefs d'entreprise et les employés, en fait, on voit que aujourd'hui, nous vivons tous des chocs qui sont parfois inattendus, comme celui du choc de Covid. Mais si on en parle, si on sort de l'impact de Covid et de la crise Covid, je pense qu'il ne faut pas réfléchir longtemps pour avoir dans la tête plusieurs exemples des catastrophes climatiques qui ont eu lieu en Australie, aux États-Unis, au Brésil, en Asie du Sud-Est, etc., et ainsi de suite. Aujourd'hui, malheureusement, avec le changement climatique, ce type de problème va arriver de plus en plus. Et il faut être prêt à faire face à ces problèmes. Donc, une entreprise qui est adaptée
qui est résiliente et qui est prête à faire face à ces problématiques. Donc, du coup, s'il y a une crise pareille qui arrive, ça veut dire que cette entreprise, elle va sortir plus facilement de cette crise. Et donc, cette entreprise va être plus intéressante pour les investisseurs demain. Donc, j'amène à tout ce qui est le sujet gestion financière et les investisseurs, parce que les entreprises qui sont gérées de manière durable et de manière résiliente et qui ont les business models résilientes, ce sont les entreprises qui sont considérées de plus en plus comme ayant le moins de risques pour les investissements derrière. D'accord. Donc, il y a cette partie-là. Après, il y a toutes les parties de consommateurs, bien sûr, qui sont de plus en plus informés et qui font de plus en plus leur choix en favorisant les entreprises, les produits plus écologiques, plus responsables et les entreprises qui ont la démarche RSE. On a une dernière question et avant de la poser, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit retour sur comment s'est passé le webinaire en mettant simplement une note de 1 à 5, 5 étant le max, pour qu'on puisse évaluer un petit peu si ça vous a été utile. Et alors, Marina, c'est une question un peu personnelle, mais je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui. Aujourd'hui, quel est votre métier et comment avez-vous basculé et réorienté votre parcours vers la sustainability? C'est une très bonne question. En fait, c'est une longue histoire. En fait, parce que en fait, je vais pas vous raconter toute ma vie. Je vais le faire en une minute. Je vais essayer. En fait, moi, j'ai fait une belle carrière dans des entreprises, comme Isabelle, tu l'as dit, telles que L'Oréal et Yves Rocher. Et après, au bout d'un certain moment, je me suis rendu compte que oui, c'est très intéressant de travailler pour ces entreprises. C'est très intéressant de vendre les produits, mais j'ai commencé à manquer un peu de sens dans ce que je faisais. Et j'ai commencé à regarder un peu autour. Et c'est à ce moment-là où j'ai décidé de faire la transformation. J'ai fait la formation auprès de Cambridge sur le sujet qui m'intéressait beaucoup et qui commence à m'intéresser et qui me passionne, qui est Sustainability in Business et qui permet de justement regarder comment est-ce qu'on peut intégrer les sujets RSE et développement durable dans l'entreprise, n'importe quelle entreprise et dans sa chaîne de valeur. Et sans perdre de l'argent et en gagnant de l'argent. Et en fait, c'est les sujets qui continuent à me passionner. Après, pour tout vous dire, la transformation, elle n'est pas facile. C'est pas le bascule qui se fait en une journée. Donc, je suis en train de la faire. Et donc, ce que je fais aujourd'hui, c'est j'accompagne les startups et les jeunes entreprises pour les aider, les entreprises à l'impact, pour les aider à développer leur business. Et un autre sujet une autre chose que je fais, c'est accompagner les entreprises qui sont plus développées et les aider justement à trouver des solutions comme celles que je viens de citer pour adapter leur business model actuel pour les rendre plus agiles et plus RSE sans perdre de l'argent, sans trop investir et en regardant toute la chaîne de valeur. Donc, ça me permet de justement marier les deux choses qui me passionnent, c'est le BizDev et la RSE. Voilà. Super. Merci beaucoup, Marina. Je regarde juste s'il y a des... Bon, il n'y a que des 5, hein, donc je pense que tu as fait carton plein. Merci donc, beaucoup. je pense que tout le monde est très content. Ah non, il y a juste un 3,5 qui est arrivé à ce moment-là. Mais beaucoup de 5. Merci. Et en tout cas, merci à toi. Nous, on vous envoie comme d'habitude la présentation. Il y aura le replay sur YouTube et
Et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. On va un petit peu, on va un peu espacer les webinaires, mais on continue. Et ce sera sur la blockchain et sur la cryptocurrency. Donc, on sera un peu moins sustainable, malheureusement, même si on évoquera aussi des façons d'utiliser cette technologie pour essayer d'améliorer la traçabilité, tout ça. Mais bon. Mais donc, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Et merci encore, Marina. Merci aussi, Sophie, parce que je sais qu'elle était là pour nous avoir permis un peu de construire cette espèce de séquence autour de la sustainability. Salut, Sophie. Et merci, Sophie, pour les questions et pour les commentaires. Hein. C'est cool d'être de côté pour une fois. Ouais. Et juste une toute dernière question, parce que c'est en fait le webinaire, c'est pour un peu aussi expliquer ce que tu fais et faire un peu, je sais pas, les promotions des choses que je fais et j'ai complètement oublié Vas-y. aussi de dire que, en fait, je pense qu'on a tous, pendant ce confinement, on l'a tous vécu d'une manière différente, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui en ont profité pour lancer de nouvelles choses. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai lancé suite à pas mal de demandes que je recevais par-ci et par-là, et c'est quelque chose que je ressentais. J'ai conçu un webinaire qui permet, que j'ai appelé développement durable dans l'entreprise et qui permet de faire une sorte d'introduction dans le sujet en 4 jours, en faisant 1 heure par jour, 1 heure de session par jour. Donc, en 4 jours, avoir un aperçu global de ce qui se passe sur ce vaste sujet et les grandes tendances et les grandes lignes sur ce vaste sujet. La prochaine session, c'est fin juin. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Je serai ravie. Voilà. Et il y a ta newsletter aussi, tu voulais pas en parler? Oui, il y a aussi ma newsletter, mais tout ça, en fait, je vous laisse le lien. Oui, j'ai lancé aussi une newsletter qui est plus sur où je fais la curation des informations parce que je vois, encore une fois, comme j'échange avec pas mal de gens autour du sujet, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont perdus, inondés par tout ce qui se passe et qui perdent aussi, qui ne voient pas aussi des choses importantes parce qu'il y a d'autres actualités médiatiques et donc du coup les choses très importantes dans le RSE sont un peu perdues. Donc j'essaie de mettre tout ça avec mes propres moyens et de faire des petits digests tous les 15 jours avec ma newsletter. Tout ça, vous pouvez le faire en suivant le lien que vous voyez ici. Voilà. Super. Bon, merci beaucoup, Marina. Merci encore. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. À bientôt. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.